c'est parti. Du coup, on va vous faire un résumé acte par acte avec on vous raconte. Et puis, si jamais il y a eu un choix par rapport à ce qui était possible de faire, on va vite vous commenter en disant que là, c'est ce qu'on a choisi de faire, mais qu'il y avait plusieurs options possibles. Mais écoute, c'est parti. Écoute, Antoine, à toi l'honneur. Comment a donc commencé notre partie ? Alors, Acte 1. Attends. Prépare. Laisse-moi. Il tourne les pages du livre. Acte 1. Chasse à l'homme. Chasse à l'homme, très bien. En gros, on débarque sur la Lune, donc sur Ariarchus. Arrakis, mais c'est pas le même. Arrakis. Non, ça c'est un autre jeu. C'est un autre univers. C'est un autre univers, ouais. Ariarchus. Et quand on débarque, on a une mission simple. Alors moi, je joue pas le personnage le plus intelligent. Moi, je suis là pour écouter les ordres et pour tuer un peu tout ce qui bouge si ça me saoule. On a notre ordre de mission. On doit trouver les 4 individus et on doit les soumettre et on peut les ramener vivants ou morts. Y a pas de problème. On arrive nous au spatioport et au spatioport. Je fais une réussite et je vois quelqu'un dans la foule qui match complètement l'un des quatre cibles. Le caporal Wright. Ouais. Qui est le seul PNJ qui ne se transformera pas. Ouais. Et je suis plutôt bon à la gâchette. Enfin, je veux dire, je suis plutôt pas mauvais en tir. Et tu décris comme quoi il ou elle a potentiellement quelque chose sous son manteau, une grenade, on ne sait pas trop. Et puis moi, étant en mode j'ai 3 neurones, rien à foutre, je dégaine mon fusil et je tire dans la foule une salve sur elle. Il me semble que je la touche, mais je la tue pas. Je touche le perso et ça déclenche une explosion qui balaye la moitié de la foule. C'est pas le Wright ce qui t'a tiré, c'est sur un insurgé qui allait se faire péter. Ah oui, voilà, il y a un insurgé qui se fait péter. Et du coup, t'as vu Wright en même temps. C'est ça. T'as tué l'insurgé qui avait un dispositif de l'homme mort, c'est-à-dire que quand on le tue, ça déclenche la bombe, et du coup le souffle, ça a tout fait péter, et là vous avez perdu de vue la Wright. Ouais, donc ça faisait 7 minutes qu'on était sur Ariarchis, et on tue déjà quelques centaines de personnes. Donc dans le plus grand des calmes, on se fait appeler par le major Hadfield qui nous défonce. On décide de se regrouper dans le bar, parce qu'après tout ça, il faut bien boire un petit verre quand même. On arrive au bar pour enquêter, on se rend compte qu'il y a une pègre un peu locale, on essaye d'avoir des infos. En même temps, je crois que mon personnage qui était à l'arrière a une interaction avec des membres de la pègre qui le menacent. Alors ils sont mal tombés, hein, vraiment. J'étais prêt à faire un 1v6, là, j'en avais rien à foutre. Et on trouve des infos comme quoi l'une des cibles qui était venue boire quelques jours auparavant s'est fait emmener par la milice locale, la police, le shérif. Donc on décide de se rendre au bureau du shérif, on arrive au bureau du shérif, et là, on est reçu, et il nous dit qu'effectivement, il a bien quelqu'un à ce nom-là, qu'il faut qu'on dépose nos armes. Alors là, ça a été toute une scène. Moi, j'étais là, alors là, non. Alors là, les gars, il y a 2 choses. Déjà, si on fait... si on joue un peu en méta, c'est hors de question que je lâche l'arme. On le sait tous que ça va être la merde. Et puis même, mon perso lâcherait pas les armes. Donc on se bataille un peu, on arrive à rentrer dans la pièce principale sans lâcher nos armes. Mais on n'a pas le droit d'avancer dans le couloir avec les prisonniers, les cellules. Et puis en même temps, il y a un mec qui se fait interroger, qui est un mec de la pègre locale. Qui est celui qui t'avait... vous avez l'info que c'était un de ceux qui t'avait un peu asticoté à l'arrière du bar. Donc tu sais que c'est un insurgé, et peut-être il a des infos, ouais, voilà. T'as envie d'y aller. On décide d'y aller, à ce moment-là, Chaplin y va, donc Johan. Ce qu'on sait pas, c'est qu'en Jaël, fait... du coup. Oui, c'est cette connasse de Jaël, et qu'elle, en fait, elle pique, elle injecte des trucs au mec qui se met à hurler qu'il a mal au ventre. Donc là, ça déclenche un stress post-traumatique chez tous les joueurs qui sont en mode « Ah putain, on va le buter, lui ». Alors, on sait pas comment, mais il faut qu'on réussisse à le buter. Donc tout le monde est là, genre c'est sûr, il a un alien, machin. Donc ça détend l'atmosphère pour le reste. C'était qui ? C'était Ionia ? Ou c'était le capitaine Silva ? Iona, ouais, qui s'avance avec, je pense, le capitaine Sylvia. Il me semble que Sylvia était... c'est elle qui s'est fait attraper par l'alien au début. Donc elles étaient ensemble. Et en gros, ils avancent dans la cage. Ils avancent au fond du couloir, parce que bien sûr, la cage du mec est tout au fond.
Ils Bien avancent sûr. au fond, dans le noir, il y a voilà. Et à ce moment-là, ils font ouvrir la truc. Et là, parce que le La corps et cellule. la personne est de dos, la cellule, il rentre et en fait là, il a un trou dans le bide. Et quand il se retourne, il voit qu'il y a une espèce de cocon en haut, ouvert. Et là, tout le monde était là, oh non, putain, l'enfer. À ce moment-là, l'autre se met à hurler dans la chambre qu'il va crever, qu'il a trop mal au bide. Et on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils sortent de la cellule. Et là, tu nous dis, à ce moment-là, Smijeski, donc c'était moi, et j'étais là, et puis les autres, vous voyez deux mains noires avec des espèces d'immenses griffes qui descendent du plafond avec une espèce de queue griffée là qui descend du plafond et qui commence à essayer de se mettre juste au-dessus du capitaine Silva. Et alors là, premier combat, moi j'étais là, capitaine, plus de balles, à terre. Et on a fait que des jets de taré, on a détruit l'alien, genre il a tué personne, on l'a criblé de balles. Alors, ça a pris quelques temps quand même, mais au bout d'un moment on a tous déchargé notre arme dessus. Et on a réussi à le buter. À ce moment-là, il y a un vaisseau qui apparaît, des cordes noires qui descendent du vaisseau, et là t'as toute une unité qui descend en rappel, qui rentre dans le bureau du shérif, qui arme tout le monde, et t'as Eckford, la médecin du Fort Nebraska, qui dit ne bougez pas, on récupère l'échantillon, on récupère tout, ne posez pas de questions, vous n'avez pas à savoir, votre seule mission c'est de retrouver les 3 autres. Il récupère le corps de l'alien. Voilà, ils récupèrent le corps de l'alien, tout le matériel génétique, ils font tout brûler, il reste plus rien. Ou c'est nous qui avons fait brûler l'œuf, je sais plus. C'est vous qui l'avez brûlé sous les conseils de Chaplin alias Jael, qui voulait effacer toutes les traces. Ouais, vraiment une pute, quoi. On finit par sortir de chez les flics et on décide de se diriger vers l'hôpital. Je crois qu'on avait eu une info comme quoi il y avait quelque chose qui se jouait à l'hôpital, je sais plus. Alors du coup, vous avez eu accès aux caméras thermiques de la ville et vous avez vu qu'il y avait de l'activité à l'hôpital. En plus de ça, il y avait plus de... Hein ? Il me semble qu'il y avait un lien avec une cible, non ? Il n'y avait pas... oui, il y a une cible qui est là-bas, mais en fait, vous avez l'information qu'il y a potentiellement un Marines là-bas, et surtout, ils ne répondent plus au... Il y a de l'activité, et ils ne répondent plus à la radio. Au téléphone, ouais, ça, à la radio. Donc on va à l'hôpital. À l'hôpital, on découvre que l'hôpital est en chantier, enfin, il y a plus grand monde. On trouve dans une aile un médecin qui est en train d'opérer quelqu'un... on va dire en urgence avec un robot, etc., pour lui extraire quelque chose du ventre. Et le mec nous dit non, mais il a quelque chose en lui, donc on comprend que c'est un alien. Et en gros, il dit je suis sûr que je peux le retirer avant qu'il meure, mais j'ai jamais réussi jusque-là. À ce moment-là, le patient, qui est une des cibles, se met à hurler de douleur. Et nous, on est en mode on le canarde. Donc en fait, on tire à travers la cellule et on bute le patient avant que l'alien ait le temps de sortir. Et donc le médecin est choqué. Et quelques temps après, à ce moment-là, il y a la fameuse EMP qui fait que tout saute. Et on entend des explosions de partout, des hurlements. On sort de l'hôpital et là, on voit que la ville a été ravagée. Il y a eu des explosions partout. Il y a des vaisseaux de l'UPP partout. Et c'est là qu'on a arrêté le premier acte. Et c'est là que se termine l'acte 1. Alors, si on peut faire quelques commentaires pour le MJ, donc là, c'est comme ça que se sont déroulées notre version. Dans l'acte 1, qui est très bac à sable, dans le système de Alien, vous avez une partie avec les plans qui vous expliquent zone par zone ce que vous trouvez, et une partie un peu déroulée, acte par acte, avec des propositions d'événements plus ou moins importants, pour vous aider à meubler un petit peu. Dans l'acte 1, en fait, vous avez très peu de choses dans les événements, avec des choses qui sont assez anecdotiques. Hein. On vous parle de... en fait, c'est plus pour planter le décor, les événements. On vous parle du blizzard qui est plus ou moins présent, qui peut devenir un élément très important dans les actes suivants. On vous conseille de faire remarquer à vos joueurs des choses, comme la présence de l'ascenseur orbital, de faire intervenir Eckford une fois ou deux pour qu'ils puissent avoir un contact avec elle. De faire intervenir le caporal White, qui est le seul renégat que vos PJ pourront sauver à un moment.
de commencer à rappeler à l'un de vos joueurs qu'il a un reflux acide et que potentiellement il a commencé à faire naître en lui la sensation qu'il a peut-être un problème. Et assez vite, en fait, il vous parle de dire que vous avez localisé toutes les cibles et de faire votre rapport au Major Hetfield qui va correspondre à l'entrée dans l'acte 2. Donc finalement, il vous donne assez peu d'événements aléatoires à utiliser. Et finalement, quand vous regardez dans vos maps, en fait, tous les événements de l'acte 1 sont dissimulés. C'est peut-être la partie qui est un petit peu plus difficile pour masteriser, pour préparer, c'est qu'en fait, il faut lire tous les plans pour pouvoir avoir le déroulé de chaque zone correctement. Le combat avec l'alien dans le bureau du Marshal, ce qui les amène à aller vers l'hôpital que vous débloquez, tout ça, c'est pas marqué dans les événements. Et c'est peut-être le point de détail un peu négatif de la construction du scénar. Et donc, il faut relire plusieurs fois pour bien comprendre comment articuler vos trucs. Parce que vous allez avoir des petits encarts qui vont vous aider à masteriser, qui sont au milieu des plans, avec la description de la naissance ou de l'extraction médicale de Carvalho dans l'hôpital. Comment est-ce que vous pouvez faire jouer ça? Ou toute la scène avec notamment la scène dans le bureau du Marshal. Et ce que peut vous donner les différents éléments techniques du bureau du Marshal où vous allez pouvoir interroger les Comtech, etc. Donc là, c'est un peu éclaté dans le bouquin, c'est pas facile de s'y retrouver. Et il y a aussi le bar, où il y a potentiellement, en fait, le bar, c'est le hub qui va vous permettre de décider dans quelle direction va aller votre scénario. Nous, on n'a pas du tout pris la direction des insurgés, mais en fait, vous pouvez clairement partir directement au complexe insurgé. Il vous propose même de mettre le sniper, donc Wright, prisonnière là-bas, si vous le souhaitez, et qui est la scène avec Wojcik qui va se transformer en anathème beaucoup plus tôt, si vous le souhaitez, et partir plutôt dans un délire comme ça, ou un peu plus en mode Total Recall, où vous retrouvez les insurgés, peut-être vous devenez pote avec eux, et finalement, l'horreur se passe de l'intérieur avec eux. Enfin, il y a tout un scénario bis qui est possible, que nous, on n'a pas pris, mais où là, Botos devient un personnage important, etc., etc., etc. Donc là, voilà, c'est la partie un peu plus complexe à masteriser, je pense, un peu plus fouillie. Pareil pour le spatioport, hein. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est pas dans les événements, c'est glissé dans les descriptions du spatioport, hangar 2, etc., où il vous explique que vous pouvez trouver les insurgés là-bas. Ouais. Acte 2, la tempête. La tempête. Tu veux y aller? Non, je t'en prie. Moi, j'aime bien cette forme. Tu racontes ce que tu as vécu et moi, je viens rajouter la surcouche lecture du MJ. Et je vais chercher un verre d'eau. Acte 2, on sort de l'hôpital. On se rend compte que toutes les communications sont coupées. Qu'on n'a pas de piste. Enfin, que c'est difficile de trouver une piste pour trouver les autres renégats, en gros. Donc, on décide... déjà de retrouver, donc de prendre un tank qui était notre tank, notre véhicule, pour essayer de naviguer en gros de spot en spot. Juste au début de l'acte 2, t'as quand même l'EMP avec le blackout de Mr. Chaplin. C'est vrai. Et donc Chaplin redémarre et nous dit qu'en fait il était plus lui-même, qu'il était possédé par quelqu'un d'autre, etc. Et qu'il a fait des choses. Il nous donne un peu tout à ce moment-là. Dans l'acte 1, on avait inventé le fait que Chaplin, il pouvait scanner l'intérieur des gens. Ouais. Il y a eu un peu de paranoïa, on n'a pas parlé sur le fait que, est-ce que moi aussi, comme ils ont vu, Carvalho se faire enlever. Mais c'est après, là. Une créature. Vous l'avez vu dans l'acte 1, il en avait un. Oui, et il y a eu le test sanguin, c'était à la fin de l'acte 1. C'est après le MP, je crois, non? Non, parce que c'est dans juste avant. Ah, je pensais que c'était juste après. C'est dans l'hôpital. Oui, c'est pour ça, mais je pensais que c'était à la fin, après le MP qu'on l'avait fait, peut-être juste avant. Donc du coup, disons que c'était fin d'acte 1, début d'acte 2. Wojcik, parce que moi, il me semblait justement que c'était une fois que Chaplin était revenu à lui qu'on avait fait les tests. Bon, je sais plus. En gros, Chaplin a la capacité, alors ça, c'est pas dans le bouquin, c'est toi qui l'a donné, je crois, a la capacité de scanner les organismes pour voir s'il y a un alien. Et moi, depuis le début, mon personnage, il merde. Il se met à avoir mal, des sueurs, des machins, il tremble. Tout le monde sait que ça sent pas bon. Quand, à ce moment-là, Chaplin, il a pas encore regardé, ou je crois qu'il a regardé une première fois, il n'a dit qu'il y avait rien. Et t'as menti. Et en fait, c'est parce que c'est Jaël qui a dit qu'il y avait rien, il m'a menti. Et donc là, on apprend qu'il y a un test sanguin qui permet de savoir si on est contaminé ou pas.
Et donc on fait tout ce test sanguin et bien sûr moi je suis positif. Donc là je suis en mode genre hors de question que je crève. Ça va pas se passer comme ça. Et donc il y avait tout ça, c'était assez sympa parce qu'il y avait tout le compte à rebours de se dire il faut qu'on arrive rapidement à la base. Parce qu'on comprend que la seule moyen de me sauver, c'est que je trouve un Medipod, qui est donc une espèce de structure où tu peux rentrer dedans et te faire opérer par un robot. C'est la même chose que dans Prometheus, la meuf qui se fait retirer le truc, là c'est pareil. Et donc on est dans l'hôpital, on va chercher parce qu'il y a un Medipod à l'hosto, on arrive et bien sûr la zone s'est fait bombarder, il n'y a plus Medipod. Et on apprend que en gros le seul Medipod qui reste, il est à Fort Nebraska. En même temps, on a une info qui fuite comme quoi l'une des ressortissantes, des traîtres, se trouve dans un bâtiment qui est la base, la base de la pègre locale. Je sais plus trop comment on arrive à cette conclusion-là, mais on s'y rend. Et je crois que c'est Hartfield qui vous le dit. Ouais. Où se trouve la zone avec les insurgés. C'est ça. Donc du coup, vu que la guérilla commence, vous y allez. On s'y rend parce qu'on sait qu'on ne pourra pas rentrer dans le Fort Nebraska si on n'a pas trouvé les derniers membres des traîtres. En gros, ils ne nous permettront pas de rentrer. Donc on y va. On rentre, on défonce avec le tank le mur d'enceinte qui garde l'espèce de garnison là. Et en fait, on balance des tirs de tank et en balançant les tirs de tank, on bute tout le monde. Donc on bute Botos, enfin tout le monde meurt. On débarque dans le bâtiment et on trouve à l'étage ou je sais plus si c'était au sous-sol ou à l'étage, on trouve l'un des 4 déserteurs. Qui est en train de se transformer en anathème. Et là, il y a un combat contre cette espèce de créature semi-humaine. On dirait qu'elle est faite de cendres, enfin très particulière. Il y a un combat. Bon, nous, on la défonce en quelques rounds. On décide de reprendre le véhicule pour essayer de trouver, il me semble, le dernier déserteur. Et là, vous commencez à avoir des infos sur potentiellement les personnes qui ont fait l'attaque. Oui, on commence à comprendre que c'est l'UPP, que c'est une attaque de l'UPP, et donc on nous dit avorter toutes les missions, retour à Fort Nebraska. En gros, en gros, notre mission, ça devient de buter l'UPP et d'essayer de retourner au Fort Nebraska. On fait donc on rentre un peu en mode guérilla, où on avance dans cette ville bombardée, désertifiée, on essaye de pas se faire choper, on est en tank, il y a pas mal de phases comme ça de petites guérillas qui se passent, et puis à un moment, il y a un immense vaisseau qui apparaît au-dessus de nous, une technologie qu'on connaît pas, un truc immense, et il se met à déverser une espèce d'huile noire, de fumée noire, et tous les gens qui sont dehors, donc nous on est à l'intérieur du tank, tous les gens qui sont en dehors se mettent à hurler, ils ont les yeux qui deviennent noirs, du sang qui coule, etc. Et donc ça, c'est pas obligatoire dans le scénario. On sait pas qui c'est qui fait ça, nous, en tant que joueurs. Si, c'est obligatoire le scénario, c'est la fin de l'acte 2. Ah oui, c'est la fin de l'acte 2. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, nous, on comprend pas. Parce que ça ressemble pas à l'UPP, ça ressemble pas à une de nos technologies non plus. Et donc, quasiment tout le monde crève comme ça. À ce moment-là, nous, on prend la décision de rentrer à Fort Nebraska parce qu'on est en mode, attends, on peut pas rester dehors, là, on va crever, c'est pas possible. Donc, on arrive à Fort Nebraska. Sauf que c'est fermé, il y a des tourelles. Et là, c'est la fin de l'acte 2. C'est en gros, le vaisseau arrive, bute tout le monde. Et nous, on se rend compte qu'en fait, on peut plus rester là. Il faut qu'on rentre au Fort Nebraska si on veut survivre. Et là, ça s'arrête l'acte 2. C'est ça. Je sais pas si vous... Ah si, t'as raison. On finit l'acte 2. C'est toi qui as raison sur le fait que vous réussissiez en trouvant un vaisseau écrasé à tirer sur les tourelles pour vous rentrer. Vous arrivez dans la cour du fort. Vous entendez des bruits d'aliens et ça se termine. Et est-ce que... Je sais plus à quel moment arrive le vaisseau. Est-ce qu'il arrive quand on est rentré, quand on rentre dans Fort Nebraska, ou il arrive avant ? C'est lui qui largue la matière noire, et donc ça arrive quand le ciel vous tombe sur la tête. Donc globalement, à la fin de l'acte 2, vous avez les scènes absolument terribles de morts absolument partout, avec le
des gens à moitié morts, décomposés dans les rues, etc. Et ensuite, l'acte 3, vous rentrez à l'intérieur du fort. Ouais. Donc il y a ça qu'on fait. Et donc, fin d'acte 2, nous on trouve donc le fort avec l'enceinte où il n'y a pas d'entrée. Et il y a des tourelles automatisées qui tirent sur tout ce qui bouge. Et donc on se rend compte que on va pas réussir à rentrer. On peut pas rentrer dans le fort. À ce moment-là, on trouve un vaisseau de l'UPP qui s'est craché pas loin de la porte du portail avant du fort, qui a un gros vaisseau militaire chargé, assez blindé d'explosifs et de missiles. On se décide de sortir de notre tank pour y aller. On rentre dans le vaisseau et c'est à ce moment-là qu'on rencontre Davidovich. Un peu avant, ouais. Mais oui, c'est après la matière noire que vous rencontrez Davidovich, qui s'allie avec vous. Je crois, il me semble qu'on le rencontre en allant au vaisseau. C'est quand on sort du tank et il est sur notre chemin pour aller au vaisseau. On arrive au vaisseau et là, Chaplin, je me rappelle cette scène très drôle où Chaplin, qui est le mec ultra fort en informatique, tape sur les trucs pour essayer d'orienter les canons avec les missiles vers la porte d'entrée pour péter les tourelles et le truc, rate. Donc on est là, on est bloqué. Et en vrai, à ce moment-là, on ne trouvait pas d'autre solution. Et je dis, est-ce que moi, je peux faire le test ? Parce que je crois qu'il fallait 2 réussites. Enfin, il fallait 1 ou 2 réussites. Et moi, j'avais genre 3. Enfin, j'ai les 3 dés, quoi. Mais j'avais peut-être quelques dés de stress. Et là, je lance et je fais genre 2, 3, 4 réussites sur genre un très petit nombre. Donc, moi, vraiment, le joueur débilos. Et donc on était là, la scène, je dis, ce que j'achète en plus comme réussite, c'est que Chaplin il est en train de taper comme un débile, et moi je lui réponds, mais c'est quand même pas compliqué. Et j'appuie sur une touche, rouge bien sûr, et ça marche. Chaplin il bug, il a, mais quelle magie avez-vous utilisé ? Et on arrive à rentrer comme ça, fin de l'acte, on rentre enfin il y a un trou dans la coque dans le... Comment ça s'appelle ? L'enceinte et le mur de Fort Nebraska, et on rentre dans la cour. Et on voit qu'il y a une tour complète et une aile complète qui est effondrée. Et on est dans la cour du fort, comme ça. Ça, c'est la fin de l'acte 2. Ouais, ça, c'est un acte qui va vous demander un peu d'improvisation, parce que là, en fait, il y a tout... Enfin, vous avez quelques événements qui vous sont proposés par le bouquin, notamment, le redémarrage de Chaplin et la révélation de ce qui va se passer. Et ensuite, en gros, c'est vraiment de la guérilla urbaine, avec l'adaptation ou pas. Donc, nous, on allait récupérer les insurgés, mais... Ça peut être fait dans l'acte 1 si vous le souhaitez. Et vous allez globalement pouvoir avoir une scène où vos joueurs, là je sais plus si c'est arrivé, mais il me semble que oui, ils peuvent prendre un transporteur aérien qui va exploser, un Cheyenne, donc comme dans Aliens, qui est le vaisseau qui leur permet de rejoindre leur vaisseau en orbite. Ils peuvent retrouver, s'ils se sont fait certains amis au bar Oblivion, il y a l'androïde qui tient le bar, qui est un ancien androïde de faveur sexuelle, qui est en train d'essayer de sauver des gens pendant cette bataille rangée. Et donc, vous pouvez le voir en train d'essayer de sauver des enfants, des choses comme ça, et vous pouvez potentiellement l'aider. Et en fait, vous allez avoir quelques... petites zones, petits endroits avec des événements un peu aléatoires, des soldats de l'UPP qui sont en train d'exécuter des civils. Est-ce que vos joueurs vont aller ou pas les affronter ? Vous pouvez avoir un combat contre un tank. Vous allez avoir plusieurs combats qui vont se dérouler, qui vont en fait sillonner la route de vos joueurs jusqu'à arriver en fait à la base. Donc l'objectif c'est de remplir une vraie session de jeu avec tout ça. Et l'objectif de ça, en fait, c'est de progressivement les faire changer d'ambiance, les faire rentrer dans une ambiance. Ils vont être seuls, ils sont dans la guerre. C'est la guerre. Genre, il y a vraiment un côté. Il faut que ce soit terrible. Il faut qu'il rentre dans une ambiance qu'il n'y a plus du tout de civil, il n'y a plus du tout de ville. Tout est flingué. Jusqu'à arriver au pinacle du truc qui est en fait le largage par un vaisseau inconnu. Parce que pendant tout ce temps, en fait, vos joueurs ils peuvent entendre à travers la radio l'UPP qui se prépare à attaquer dans l'acte 1. Ils captent des transmissions un peu bizarres. Ils finissent par comprendre en fait que l'UPP est pas très loin. Et finalement, quand l'UPP attaque, ils le captent et ils entendent l'UPP qui se parle entre eux pendant le combat. Ouais. Et à la fin de l'acte 2, va y avoir une transmission bizarre dans un code qu'ils ne connaissent pas, et c'est là où un vaisseau inconnu va larguer la matière noire, qui va faire comme dans la fin de
alors je sais plus si c'est dans Prometheus ou dans Alien Covenant. Je crois que c'est dans Alien Covenant, mais je sais plus, dans un des deux. On voit l'androïde David qui largue sur les ingénieurs une matière noire qui vient des flasques. Ouais, c'est Covenant, c'est sûr. C'est Covenant qui défonce l'ensemble des ingénieurs. Mais en fait, c'est la même chose là qui est en train de se passer, mais vue de la Terre, où vous allez avoir la même scène avec du coup en fait une pulvérisation de l'ensemble de la population civile et militaire basée sur la Lune. Et donc vos joueurs vont errer après ça dans une zone dévastée. Donc là, il faut insister sur le côté vraiment. Moi, j'ai essayé de m'inspirer des définitions guerre du Vietnam, napalm ou description des survivants d'Hiroshima, des choses comme ça. C'est vraiment paysage défoncé, paysage mort, stérilisé. Ils vont traverser ça jusqu'à Fort Nebraska. Donc il y a vraiment ce côté, l'acte 2, il est là pour faire une transition de plus en plus terrible, de plus en plus solitaire, pour que l'acte 3, ils se sentent vraiment complètement isolés. Et c'est ça pour eux, il n'y a plus d'autres solutions. Il faut que pendant l'acte 2, ils comprennent qu'il n'y ait plus aucune solution en dehors de s'échapper via le fort. Ouais. Et donc vous devez mettre en place la destruction totale du monde pendant l'acte 2. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait, parce que vous avez très vite compris que le seul moyen pour vous de vous en sortir, c'était l'ascenseur orbital de Fort Nebraska, et que c'est ce que vous alliez chercher. Pour les joueurs, ça ait un sens d'aller à Fort Nebraska, c'est ça qu'il faut pousser. Surtout, ils vont y trouver un truc terrible, il faut qu'ils soient assez motivés pour y aller quand même. Donc globalement, vous n'avez pas beaucoup d'aide pour faire ça. Alors après, globalement, vos joueurs... Ils viendront d'avoir eu l'ensemble de l'acte 1 avec des expériences, des militaires qui ont des monstres dans le corps, etc. Ils se tapent un combat sur le coin du nez où ils sont sous-armés et sous-équipés, et c'est platoon autour d'eux, jusqu'à finir par un espèce de bombardement atomique. Bon, ils vont avoir de bonnes raisons de vouloir s'échapper. Oui, ça c'est sûr. Et donc du coup, l'acte 2 se termine là, donc vous avez quelques aides, je vous l'ai dit, et du coup l'acte 3 commence. Donc moi je vous l'ai fait commencer directement dans Fort Nebraska. Si vous le souhaitez, il peut commencer un peu avant de rentrer, mais globalement l'ensemble des événements qu'on vous propose dans l'acte 3, c'est à l'intérieur du fort. Ouais. Et donc l'acte 3, Antoine, alors l'acte c'est 3 dans l'antre du lion. L'acte 3, on est rentré dans le fort, et au moment où on rentre dans le fort, on comprend tout de suite qu'il y a un problème. Parce qu'il y a une espèce de substance sur la chitine, là, sur les murs, noire, une espèce de matière organique. On voit qu'il y a des humains, qui sont des soldats, qui sont sur le mur. Et on a eu la bonne idée de sortir le feu à ce moment-là, enfin le lance-flamme. Et on décide au début de tuer tout, enfin je sais plus si on y va au couteau ou si on y va au lance-flamme, mais on tue les humains qui sont sur les. Je pense qu'il y a une naissance qui a lieu pas très loin de vous à un moment. Ouais, c'est ça. Et on comprend qu'en fait, si on laisse là, on va crever, donc on décide de tout buter, comme ça on est un peu tranquille. Et puis moi, j'ai toujours cette. Il faut que je trouve un Medipod, sinon je vais mourir. Et un alien va sortir. Donc on commence à regarder où sont les Medipods, et on se rend compte que toute l'aile où il y a les Medipods, c'est l'aile qui s'est effondrée. Donc là je commence à dire putain, mais on peut absolument rien sauver. T'étais en mode non mais sérieux là, vraiment. Ouais, au bout d'un moment ça suffit quoi. Et donc on se dit en fait pour trouver les plans, il faut qu'on trouve le plan complet de la base. Ça on peut le faire. Parce qu'on a le plan superficiel, il me semble, des premiers niveaux. Oui, puis en fait, Chaplin, il me semble, avait le souvenir de l'existence d'une base secrète. C'est ça. Mais il savait pas où c'était. Il faut qu'on aille à la zone de commandement, enfin la pièce de commandement, pour pouvoir activer, déjà remettre l'électricité, parce qu'il n'y a pas d'électricité, et activer les ascenseurs qui nous permettraient de descendre dans les zones où potentiellement il resterait un Medipod. Pour moi, et puis même pour s'enfuir. Parce qu'en fait, on veut prendre, à ce moment-là, l'ascenseur... comment il s'appelle déjà ? L'ascenseur orbital. Donc s'ensuit un moment où on hésite à passer par les conduits ou passer dans les couloirs. On passe finalement dans les couloirs en faisant pas de bruit. On change de niveau, etc. On arrive dans l'aile pour voir s'il ne reste pas des Medipods, il n'y a rien.
il me semble qu'on descend, ou je sais plus, non, on monte tout en haut. Vous arrivez à un moment, il y a dans une pièce de contrôle pour remettre le courant. Oui. Où il y a un combat contre. Il y a plusieurs facehuggers contre vous. Oui. Et avec des œufs qui éclosent. Et des petites chestbusters qui sont nés des Marines qui étaient accrochés au mur. Et Ouais. du coup, il y a un combat contre des petites créatures très rapides où vous devez à la fois les brûler et brûler les corps de vos anciens compagnons. Et en plus de ça, éviter de vous faire attaquer directement et vous faire féconder, pour ceux qui l'ont pas déjà été fait, par les facehuggers qui se baladent un petit peu partout. Et ça, c'est dans la salle pour remettre l'électricité ou c'est dans la salle de commandement? C'était dans une salle de contrôle, une des premières salles de contrôle que vous avez visitées, Ok, parce que au premier étage. Ouais, il me semble on va dans la salle pour remettre l'électricité en marche. Et ensuite, on se rend à la salle de commandement. Salle de commandement, on réactive... en gros, on réactive les ascenseurs et on regarde les plans. On voit qu'effectivement, il existe un Medipod au -2 ou -1, enfin dans une zone plus basse, etc. Et à ce moment-là, on a fermé les portes et on se rend compte en levant les yeux qu'il y a des œufs et des corps qui sont suspendus en haut. Et donc, il y a les œufs qui commencent à éclore. Et il y a un alien. Enfin, en gros, il y a une zone de la salle qui commence à fondre parce qu'il y a un alien qui essaie de rentrer dans la salle. Et à ce moment-là, il y a gros combat. Nous, on sort le lance-flamme et là, on fait des réussites de fou furieux et on brûle tout. On brûle tout. On arrive à mettre un truc sur l'alien pour comment ça s'appelle, pour l'empêcher de rentrer. On arrive à brûler, on décale le truc, l'alien il est dans une espèce de tuyau, on brûle dans le tuyau, on arrive à buter, enfin on arrive à être safe. Et aussi, c'est à ce moment-là aussi qu'on rencontre Jaël qui est dans cette pièce. Non, Jaël elle est pas... Ah si, elle est là, Jaël? Non, elle est pas encore là. Elle est dans la zone de commandement, Jaël, hein. On l'a pas rencontrée dans la zone de Et commandement dans une autre zone de commandement. où elle était branchée, Si, c'est là. justement. Si, je crois Oui, que t'as c'est raison. Si, t'as raison. Si, toi qui as raison. Elle est là. elle était branchée et on arrive et justement on l'a il y a Chaplin parce que Chaplin se rend compte où elle reprend possession de Chaplin au tout début, donc il y a une scène où genre on comprend et donc en fait on la débranche. Et donc, en fait, en même temps qu'il y a les chestbusters, l'alien qui essaie de rentrer, on doit arracher les fils et débrancher Jaël pour que Chaplin retrouve ses capacités, parce qu'il est en train d'essayer d'ouvrir les portes pour qu'on se fasse tous buter. Donc, on arrive à la débrancher, Jaël, on la met en joue. Bon, après, c'est devenu assez gore, hein, je vous le dis. On la met en joue, on l'attache, et puis là, Chaplin veut la buter, et Chaplin nous dit, mais de toute façon, un androïde, ça n'a pas besoin de bras ou de jambes. Et donc, on décide de lui découper les bras et les jambes, d'en faire un tronc, qu'on saucissonne et qu'on s'attache sur le dos, parce qu'on se dit, elle peut encore nous être utile. Bon, genre C3PO dans l'Empire contre-attaque, quoi. Exactement, ouais. Finalement, on arrive à s'en sortir, aucun mort. On descend avec l'ascenseur principal, parce qu'il a fallu trouver le bon ascenseur pour descendre. On descend au -2, je crois, ou -3, je sais plus, dans un étage sous-sol. Et là... En fait, il y a un espace secret qui est le -3, et vous finissez par découvrir que vous pouvez y accéder. C'est Jaël qui vous le dit. C'est ça. Parce qu'en fait, on apprend que là, on a réactivé l'électricité dans les étages supérieurs, mais que de toute façon, si on veut se barrer, pour activer l'ascenseur orbital, il faut qu'on réactive la centrale nucléaire. Enfin, la centrale qui est au -2, qui est la zone où il y a des débris. Enfin, en gros, il y a une espèce de centrale principale et il y a aussi toutes les armes nucléaires qui sont stockées là. Parce que moi, mon perso, il est au courant qu'il y a des armes nucléaires et son but dans cette session, c'est de tout faire péter. Il a dit quoi ? Plus rien à foutre. Moi, je veux me barrer dans l'ascenseur et je veux faire exploser cette belle lune. Voilà, on va faire un joli feu d'artifice. Donc on descend au -3, on descend dans le truc secret, on trouve la zone avec le Medipod, on réactive l'électricité, donc on arrive dans le Medipod, et moi je saute dans le Medipod en me disant il faut qu'on m'extrait ce truc, je vais crever sinon. Donc on lance la procédure chirurgicale, à ce moment-là Jaël nous dit moi je connais le protocole, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, elle sélectionne un truc qui m'aurait, je sais pas, arraché le cœur, découpé, enfin, je sais pas ce que ça aurait fait. Ouais, elle essaie de faire en sorte que tu ne survives pas à l'opération, voire même qu'il n'y ait pas d'opération.
Voilà. Et en fait, Chaplin, à ce moment-là, qui est versé dans ce truc-là, se rend compte qu'elle dit n'importe quoi. Et en fait, lui, il sait très bien ce qu'il faut faire. Et donc, en gros, c'est une espèce de césarienne. Voilà, c'est le protocole, machin. Il le rentre. Et l'opération débute. Bien sûr, à ce moment-là, on se rend compte que depuis le début, il y a un œuf qui est juste au-dessus du Medipod, que personne n'a vu. Et l'œuf se met avec... Enfin, c'est une espèce de cocon. Et le cocon se met à éclore. Et c'est pas un facehugger, c'est un cocon d'alien. Donc un alien drone se met à éclore juste au-dessus du Medipod, là où je me fais opérer à cœur ouvert, quoi. Enfin vraiment. Évidemment. Voilà. Donc moi j'ai juste le temps de faire et je me fais, je même pas de compter jusqu'à 10, je me fais démonter par anesthésie, je tombe. Ah non, je le fais sans anesthésie, je sais plus. Sans anesthésie parce qu'il y a une goutte d'acide qui tombe sur la seringue, le système qui est censé t'anesthésier. Voilà, donc je fais sans anesthésie, bon, attends, la base, quoi. Et il y a un combat, et là, heureusement, Davidovich qui arrive à buter l'alien en 1v1 sans que ça bute le Medipod, et on a tellement eu de chance que l'opération est réussie. On extrait le chestbuster avant que je meure, on me referme, moi j'ai plus rien, et en fait, il est envoyé dans une capsule qui part dans un tuyau, etc. Et donc, on se rend compte qu'il y a un endroit de stockage où sont stockés ces trucs-là. Donc on cherche cet endroit qui est juste à côté, on le trouve, et là on trouve des trucs cryogénisés, et notamment le colonel Meyers cryogénisé. Des trucs cryogénisés, notamment le colonel. Voilà, donc là on se dit on va tout buter, et donc Silva, qui est la capitaine, se met à décryogéniser le colonel Meyers pour le buter. Et en gros, on se sépare, et en gros, il y en a un, Capitaine Silva, je sais plus, elle dit genre non, mais vous inquiétez pas, j'ai juste un truc à faire. Elle sort son flingue pendant qu'on n'est pas là, et elle le démonte, enfin, elle lui headshot la tête, il crève, elle le bute, elle bute tout le monde. C'est vrai qu'elle part rebuter les gens dans votre dos, ouais. C'est ça, elle part rebuter les gens dans notre dos. Je crois qu'on a tué Jaël aussi à ce moment-là. On bute Jaël, il me semble. Parce qu'on en a marre. En fait, on la bute après l'histoire qu'elle nous a fait truc, on la bute. On bute le colonel Meyers. On rencontre Eggford, qui est toujours en vie. Oui, tout à fait. Et Eggford nous dit il faut que je récupère une valise, et il y a du cash. Et bien sûr, je crois que c'est Ionia qui veut du cash. Donc ils partent tous les deux aller chercher ça. Ils récupèrent la valise pleine de cash. Et en fait, dans une des valises, il y a les flacons. Il y a des flacons de sang noir. Et donc ça nous rappelle tous, enfin moi c'est instantané, tu racontes ça, et je me dis, ah mais putain c'est le vaccin dans le Chariot of the Gods. C'est le même truc. Et donc là l'enfer, c'est ça, l'enfer. Donc voilà, à ce moment-là on se dit, bon ben maintenant on peut partir, il faut qu'on aille réactiver la centrale, et qu'on parte avec l'ascenseur orbital. On descend, on se dit, bon ben il y en a qui restent dans l'ascenseur orbital en attendant qu'on réactive le truc, donc il y en a qui font garde, on a la bonne idée de laisser Ionia, qui est le faux brave, derrière. On y va à 4. Moi, je dis aux autres, vous inquiétez pas, je suis derrière vous, je vous protège. Et je dis au MJ, je m'engouffre dans le tunnel, le conduit qui amène aux obus nucléaires, aux ogives nucléaires, et j'y vais tout seul. Les autres arrivent dans l'espèce de centrale qui est en fait un nid alien dégueulasse où il y a des centaines d'aliens qui grouillent, etc. Ils arrivent à faire diversion. Ils sont en train d'entasser des personnes non mortes pour les faire féconder et faire de la reproduction d'aliens. C'est vraiment la couveuse géante. Ils arrivent à faire du bruit, à détourner le regard, à passer par les conduits, à arriver à l'endroit pour réactiver la centrale. Ils réactivent la centrale qui... Je crois que c'est ça, hein, c'est l'électricité, tout le... Et donc notamment comment ça s'appelle, l'ascenseur. Moi, à ce moment-là, je me fais attraper dans les conduits par un plot twist, par une espèce de boule de chestbuster. Donc je viens de me faire enlever un chestbuster, et on m'en refout un à l'instant, donc j'étais très content. C'est pas des chestbusters, c'est des facehuggers qui arrivent en masse sur toi. Voilà, je me fais choper, je perds mon perso pour le moment, je récupère l'autre grosse brutasse psychotique. On revient, et en même temps, on apprend que Ionia essaye de se barrer sans nous. Donc il commence à activer le truc. On avait laissé des gens derrière. Donc il y avait Eggford, lui, et il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait Mason qui arrive Enfin, en gros, ils essaient de se barrer sans nous. On rentre tous dans le truc, comment ça s'appelle, l'aéroport. Enfin, dans l'ascenseur. On lance l'ascenseur. L'ascenseur, il y a 3 niveaux. Et aucun de nous n'a eu l'idée d'aller voir ce qui se passe au moins 2.
donc dans le dernier niveau. Donc on part avec l'ascenseur, tout un truc se joue où en fait Ionia essaye de se barrer, en fait il essaye de nous dire un truc puis il veut se barrer par une capsule avec l'Afrique. Donc moi je joue à ce moment-là le Hammer qui est le bourrin psychotique, et alors moi un mec qui fait pas ce qu'on dit, c'est pas possible. Je sors mon flingue et je lui lance 3 balles dans le dos, je pense que je lui sectionne la colonne vertébrale, il est pas mort mais il est pas loin quoi. On le fout dans un truc, on l'attache et il bouge plus. Non attends, ça c'est après, pardon, je confonds. Non, je reviens en arrière, je backtrack, je l'ai pas encore buté. Après, c'est pas très grave. Mais on sait que c'est un traître, on le met en joue, et là on se dit, c'est quand même bizarre, personne n'est allé voir As-2. Mais vraiment, premier degré nous, hein. On était en mode, mais y a quoi ? Donc on descend, et là on décide d'ouvrir la porte en bas, et il fait noir. Et on fait, ah putain. Et donc là on dit à Ionia, on le met en joue, on dit descend, on va voir ce qui se passe. Il descend, et il tombe nez à nez avec la reine alien, et genre sa garde rapprochée, qui sont en fait, ont fait leur nid dans le bas de l'ascenseur. Donc on était là, mais c'est pas possible en fait, on peut jamais s'en sortir dans ce putain de scénar quoi. Donc on remonte, on a une bonne idée, on se dit maintenant qu'on est en orbite, on va essayer de faire un trou et de larguer le dernier étage pour les foutre dans l'espace, etc. Donc on se met à canarder, en plus on avait chopé des lance-roquettes, on tire aux lance-roquettes, on ferme la porte, etc. Finalement on y arrive, on arrive à buter les 3/4 des aliens comme ça, mais la reine arrive à survivre en vide, dans le vide... comment on dit, vide de l'espace quoi. De fait, dans le vide de l'espace. Voilà, et s'accroche à l'ascenseur et essaie de rentrer dans l'ascenseur. Moi, quand je joue à Hammer, mon rêve, c'est d'affronter en 1v1 en combat singulier un alien. Je mets une combinaison de sortie extravéhiculaire et je sors pour essayer de buter la reine alien en 1v1. Je crois qu'il y en a un autre qui me suit. Et donc j'arrive avec un couteau, une espèce de couteau laser énorme là. J'arrive et je saute sur le dos de la reine alien et je la chlasse. On se bat, bon, je me fais un peu défoncer, mais je fais tellement de réussite. Et elle fait tellement pas de réussite que on arrive à armes égales quoi. Genre elle me coupe une main, mais je lui coupe une jambe. Enfin ça se termine. Ça se termine qu'à la fin je la chope. On se lance dans l'espace avec elle, on se fait attraper par la gravité de la Lune. Et donc, on se fait carboniser en se butant l'un sur l'autre avec la reine alien en rentrant dans l'atmosphère de la Lune. Alors, vraiment, pour vous dire, voilà, n'importe quoi. À ce moment-là, les autres, ils partent pensant qu'ils sont sains et saufs, en disant, ça y est, on a enfin réussi. Et en fait, c'est ça, avant de sortir pour aller buter la reine, je vide mon chargeur sur Ben. Et là, tu me fais rechoper mon personnage de base. Donc Smijeski qui se réveille, qui est en mode semi-ligoté, mais en mode il va bientôt devenir alien. Et vu que c'est la seconde fois, j'avais un peu des espèces de semi-pouvoirs. Enfin, je sentais que j'étais plus fort que d'habitude. Et les aliens me calculent plus parce que pour eux, je suis presque bientôt l'un des leurs, quoi. Donc je sors du cocon, je vais activer les codes nucléaires. Je active tout, je me dis j'en ai plus rien à foutre, allez je balance les codes et je trouve la dernière capsule de sauvetage et en fait bon j'avais vu que j'étais con, j'avais mal réglé le temps et donc je prends la capsule de sauvetage et ça se termine comme ça. On saura jamais est-ce que mon personnage qui était encore porteur d'alien a survécu, mais au vu du temps que j'avais mis avant l'explosion, je me suis probablement fait choper par le souffle de l'explosion nucléaire en sortant par la capsule. Voilà, c'est comme ça qu'on a terminé. Comme vous l'aurez compris, en fait, l'acte 3, c'est aux joueurs qui font le scénar, parce que là, tout ce qu'Antoine vient de vous raconter, là, en fait, il y a des petits morceaux qui sont dans le scénario, mais en fait, c'est comme pour le Child of God, en fait, l'acte 3, clairement, ça part en cacahuète. Vos joueurs, ils ont leur arc perso, et finalement, il y a quand même des trahisons, il y a quand même... Enfin, l'ensemble des événements dramatiques, en fait, sont faits par vos joueurs. Et vous avez juste à accompagner les choses. Et là, clairement, moi, le dernier acte, j'avais... En fait, si vous réussissez dans l'acte 1, dans l'acte 2, à planter l'ambiance, à mettre les projets et les objectifs de chaque joueur, l'acte 3, c'est eux qui le masterisent, en fait. Hein, c'est pas vous. Et finalement, le jeu, il vous propose une grande map, là, ultra détaillée, avec les zones avec des aliens, les zones sans aliens, ce qui peut se passer, quel danger il y a dans chaque zone, comment vous pouvez les faire se déclencher, comment vous pouvez résoudre différentes actions, par où ils peuvent arriver, etc. Donc là, vraiment, vous avez juste à... Vous pouvez soit faire comme dans l'acte 2, avec un truc très wargame, qui part dans tous les sens, soit beaucoup plus narratif, et c'est nous le choix qu'on a fait. Et puis ils vont vous présenter quelques choix,
quelque chose comme du coup l'alliance avec Davidovich, pourquoi pas la mort de Hetfield, hein, qui est proposée avec une scène héroïque pour qu'il puisse se suicider, donner sa vie pour ses camarades, des scènes de chasse contre chasse avec des aliens, vous pouvez trouver des chestbusters ou des facehuggers en train de nicher, en train de s'attaquer à d'autres personnes pour aider vos joueurs qui seraient pas forcément très accoutumés du monde d'Alien à comprendre exactement comment les choses se passent. Il y a évidemment la scène avec le colonel. Oui. Il y a évidemment la scène avec le retrait du chestbuster qui est normalement fait par Dante. Et c'est tout. Tout le reste, en fait, tout ce qui vous a raconté, c'est uniquement les joueurs qui ont produit leur propre scénar. Alors, il y a juste la fin. J'ai piqué à un actual play la fin d'Antoine, qui était une idée qui vient de CinéJDR et une actual play qui m'a aidé à préparer ce podcast. Et je vous mettrai ce scénar, et je vous mettrai leur lien en description, parce que le fait de regarder d'autres gens jouer m'a beaucoup aidé à comprendre comment le scénario s'imbriquait. Et c'est eux qui proposaient cette fin en mode... y a un joueur qui se fait capturer et qui fait péter la réserve nucléaire à la fin. Mais en fait, il y a des scénarios qui se terminent avec les joueurs qui n'arrivent jamais jusqu'à l'ascenseur orbital et l'explosion des têtes nucléaires avec l'ensemble du crew dedans. Donc ça, c'est pas un souci. Et globalement, si jamais vous mettez vos plans et que vous laissez vos joueurs évoluer dedans, vous avez juste à les regarder se débattre. Et la fin, si on peut parler d'une fin, c'est quand vos joueurs atteignent, en fait, dans le pseudo-acte 4, l'ascenseur orbital monte. Et si jamais il y en a qui arrivent jusqu'à la fin, mais finalement, ils voient la fin de la Lune depuis l'orbite, et ils peuvent se faire récupérer par le corps des Marines. Et c'est à vous de décider si Meyer s'en sort, si jamais il y a des gens au courant de ce qui se passait qui s'en sortent. Ce qui est important, c'est qu'il y a une grosse partie des choses, des explications qui resteront complètement inconnues aux joueurs. Personne ne sait qui a largué l'huile noire, et la plupart vos joueurs ne sauront pas à quel point les Marines sont impliqués dans le projet Force Vive, qui est le projet de recherche globale qui était mené sur cette lune. Voilà. Bah, écoute, c'est pas mal, on va peut-être faire un plutôt bon résumé de la situation, mon cher Antoine. C'était il y a un mois ou deux, donc ce sera pas aussi clair que ça aurait pu être il y a quelques mois, mais bon, j'ai essayé de faire comme je me rappelais, quoi. Bah écoute, c'était assez fidèle, je pense, à quoi ça ressemblait. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'on a bien vu, c'est une particularité d'Alien, c'est que à la fin, c'est Nawak. À la fin, encore une fois, en termes de retournement, c'est riche, et c'est pas du tout préécrit. C'est l'effet de ces scénarios-là, et c'est pareil dans Child of God. Un côté, en fait, c'est buissonnant, et à la fin, c'est bordélique, mais finalement, les intrigues sont vraiment faites par les joueurs, et moi, je trouve ça vraiment très très cool comme façon de faire de l'histoire. Ouais. Bah écoute, nous on a fait ce scénario en présentiel. Bon, on vous conseille si vous pouvez. Hein. Dans la boîte, il y a énormément de choses pour vous aider à le faire. Toutes les maps sont là. C'est vraiment pour le coup très bien. Les props des maps sont super. C'est du super matos. Le papier est de qualité. C'est assez gros pour pouvoir poser ça sur la table. Il y a une immense map pour donner à vos joueurs cette sensation de grandeur et de bac à sable. Qui est la map d'Ariarchus. Puis il y a un vrai côté, surtout dans l'acte 2, tu peux vraiment switcher sur un petit côté wargame à un moment. Hein. Clairement, si t'as des figurines, tu peux vite faire ça, quoi. Donc moi j'avais acheté des figurines du jeu de société Alien Force, Alien Gale Force. Alien Force. Putain, je suis en train de taper en même temps. Mais c'est des figurines qui sont assez connues. Je vous mettrai le lien du jeu de société en description. Mais du coup, vous avez globalement, c'est des figurines qui correspondent à Aliens, du coup, Alien 2. Donc vous avez des escouades de marines, vous avez Ripley, vous avez des chestbusters, des facehuggers, des œufs, la reine alien. Donc vous avez en fait tout ce qu'il vous faut comme figurines pour pouvoir jouer avec dans ce scénario-là. D'ailleurs, il me reste encore des figurines à toi, là. Il me reste les figurines, il faudra que je te les file. Vous avez des cartes supplémentaires avec des véhicules, des armes supplémentaires, des choses comme ça dans le pack de Le Destructeur des Mondes. Et vous allez avoir besoin,
si vous ne l'avez pas, enfin, ils vous refournissent pas les cartes pour faire le tirage d'initiative, les choses comme ça. Donc, si vous avez le kit de démarrage, en fait, vous avez une partie des props du kit de démarrage que vous pouvez récupérer pour pouvoir les distribuer à vos joueurs et pouvoir jouer avec. Si jamais vous n'avez pas de figurines, dans les boîtes, il y a des petites pastilles, des petits tokens à mettre sur la carte avec des joueurs, des chestbusters, des facehuggers. Vous pouvez comme ça les présenter à vos joueurs. Pour ceux qui veulent jouer en distanciel, il y a un pack Foundry qui existe. Tout à fait. Et un pack Roll20 aussi. Un pack Roll20. Nous, on avait testé Roll20 sur Alien Chariot of God. Ça marchait pas trop mal, mais Roll20, c'est un peu à l'ancienne. Foundry, là, je suis en train de le découvrir pour la campagne qu'on est en train de mener de front, dont on vous reparlera avec Antoine. C'est un peu plus compliqué à utiliser, mais par contre, c'est beaucoup plus... y a beaucoup plus de possibilités. Et une fois qu'on maîtrise le truc, je pense que jouer sur Foundry à Alien, ça doit vraiment être un plaisir. Et les packs sont vraiment plutôt très très bien faits. Ok, ça y a. Pour l'ambiance musicale, t'avais des petits conseils à donner ? Bah écoute, on va revenir sur des choses qui fonctionnent, hein. Moi j'ai mis très peu de musique, mis à part dans les moments un peu durs où j'ai utilisé des musiques de Warhammer 40 000, des sélections de musique en mode post-apocalyptique, des choses comme ça pour appuyer des ambiances un peu terribles. Et sinon j'ai utilisé évidemment notre boîte à son préférée, je dirais. Audio Tabletop ? Qui était Soundpad Audio Tabletop. Ouais. Pour sonoriser l'ensemble des parties, parce que globalement, là, vous voulez pas mettre beaucoup de musique, vous voulez mettre beaucoup de sons d'ambiance pour donner une ambiance globale de guerre ou une ambiance globale de vaisseau. Vous pouvez utiliser de l'ambiance un peu, c'est-à-dire des sons vraiment très légers avec des nappes, etc. Il y a notamment... attendez, je vous retrouve ça. Il y a une playlist sur Spotify qui s'appelle Dark Ambient, où il y a beaucoup de trucs comme ça, avec juste des nappes de son assez légères, assez angoissantes. Ça peut être pas mal, je pense, dans certains moments. C'est le genre de truc que j'aime bien utiliser. Moi, j'ai utilisé pour les moments terribles la playlist qui s'appelle Dark Soul Boss Theme. Voilà, je pose ça là, et ça a très très bien marché. J'ai utilisé la playlist Warhammer 40K Ambiance, et ça c'est parfait pour les moments de guerre post-apo, ça marche de fou. Et ensuite, pour les moments un peu plus joyeux, je fais des petits lapins avec mes doigts, j'ai utilisé des musiques typiques, épiques que vous trouvez sur Spotify, et là ça marche très très bien. Mais c'est vrai qu'il faut appuyer sur les musiques un peu déprimantes, et Warhammer 40 000 et Dark Souls, ça marche très 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 bien pour l'aspect guerre futuriste et guerre un peu, perdue d'avance. Ouais, donc ça c'est pas mal. Ensuite, tu voulais parler donc tout ce qui est props, donc tout ce qui est matériel qu'on a utilisé, que tu as utilisé, qui a été détourné. Déjà, il faut savoir que tu as utilisé l'IA pour faire l'adaptation des images de personnages. Ça fait quelques temps avec Antoine qu'on utilise assez facilement Midjourney pour notamment intégrer nos joueurs dans l'intrigue. Et donc, on l'avait fait précédemment sur d'autres jeux qu'on avait fait, où on peut mélanger grâce à Midjourney le visage de vos joueurs avec, si vous avez en numérique les visages des PJ, ou si jamais vous vous avez donné un style, vous pouvez directement mettre vos joueurs dans la narration. Et donc j'avais adapté les fiches perso de Alien qui sont trouvables sur le site de Arkham Asylum, où j'avais remplacé l'image qui était proposée par une image modifiée de mes joueurs. Donc ça fait toujours plaisir quand vos joueurs y trouvent ça, parce qu'il y a un côté... pour l'immersion, c'est toujours un plus. On avait mis le paquet sur les déguisements. Alors c'est marrant parce qu'on a tous eu la même idée. En même temps, c'était pas une idée très originale, mais moi j'avais fait faire des plaques d'identification de Marines au nom des joueurs avec leurs caractéristiques de perso, et vous y étiez tous arrivés déguisés avec chacun qui avait ramené des plaques. Ça, bon, on était tous très connectés, c'était parfait. On s'était tous déguisés avec des habits plutôt militaires, trucs que vous pouvez trouver en fripe. On avait tous des bandanas, on avait acheté des Ray-Ban, des fausses Ray-Ban sur Amazon, énorme Aviator là, pour vraiment être dans l'ambiance. Seuls les vrais avaient des vrais. Ouais, et moi j'avais acheté un énorme fusil alien gonflable. Donc c'était vraiment l'espèce de réplique de fusil d'assaut énorme science-fiction que tu gonfles avant, ça fait comme un espèce de gros ballon, mais c'était marrant dans le truc. Voilà.
Il y avait les tests sanguins. Ça, c'était très cool. Donc en gros, tu avais préparé du matériel pour quand on faisait le test sanguin dans le scénar, faire un vrai test sanguin et qui nous permet de voir est-ce qu'on est positif. Il n'y a pas de test sanguin dans le scénar. Genre, Ah oui, non, il n'y a pas dans le scénar. c'est juste que dans les inspirations... Mais tu m'as dit que c'est The Thing, non? T'avais pas chopé ça de The Thing? Ouais, c'est ça. J'avais revu The Thing il n'y a pas très longtemps pour l'ambiance base dans le froid, etc. Et dans The Thing, il y a une super scène que je vais pas vous spoiler, mais globalement où ils font des tests sanguins pour essayer de trouver l'intrus. Et du coup, ils récupèrent le sang de chaque personne et ils vont mettre un réactif dedans pour voir si quelqu'un est contaminé. Voilà, pour ceux qui ont vu The Thing, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, je vous ai rien spoilé. Et j'ai essayé de reproduire cette scène, donc j'ai chopé des petites boîtes de pétri en verre dans lesquelles j'ai mis du faux sang, et j'ai essayé de trouver un moyen pour qu'en mettant un réactif dedans, ça fasse ça mousse ou ça fasse quelque chose comme ça. Moi, il y a plein de moyens de le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est avec du citrate de bétaïne que j'ai lancé pour que ça mousse, mais vous avez plein de réactions qui vont mousser, et l'objectif, c'était de créer de la tension en faisant autour de la table. Chacun avait un test, et je venais déposer les réactifs. Il y en a certains qui se sont mis à mousser, et Antoine, qui était infecté, il a fait « Mais quoi ? Alors, ça a été... C'était cool. C'était une bonne scène. C'était une belle façon de... Mais c'est effectivement pas du tout dans le bouquin. Si jamais vous voulez le faire de manière facile, avec ce que vous avez à la maison, j'ai réfléchi un peu au truc. La réaction la plus facile à faire, c'est du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Parce qu'en fait, ça mousse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez mettre du bicarbonate dans des petits tubes à essai ou de ce que vous avez, des récipients en verre, et vous préparez de votre côté, vous avez un peu de vinaigre coloré en rouge pour faire le sang, ou alors de l'eau colorée en rouge, et pour les joueurs infectés, vous versez un peu d'eau dans leur tube à essai, donc ça fera pas de réaction, et pour les ceux infectés, vous versez un peu de vinaigre, et ça fera mousser, ça fera une grosse réaction avec de la mousse, parce que le vinaigre et le bicarbonate, ça réagit comme ça. Je pense que c'est le plus simple à faire avec ce que vous avez à la maison, sans trop vous prendre la tête, ça vous coûtera quasiment rien. Et ça peut vraiment, même dans d'autres jeux, c'est vraiment un tips cool. Je trouve ça vachement cool quand t'as fait ça. Je me dis juste que tout le monde n'a pas forcément accès à des boîtes de pétri typiques, mais je pense qu'avec... Non, je les ai achetées sur Amazon. Oui, ah bon ben voilà, on vous mettra le lien du coup, ou même avec du citrate de bétaïne, bon c'est pas forcément facile à choper, alors que bicarbonate alimentaire et du vinaigre, c'est voilà. Il y avait ça, il y avait les fioles... Les LED. Alors il y avait les LED, c'est vrai. Les LED vertes. Ouais. T'avais acheté une espèce de LED verte en guirlande là, que t'as mis sur la table pour faire un peu le côté lumière verte, un peu science-fiction. Et ce que c'est cool, c'est que vu qu'on mettait la carte par-dessus, ça faisait de la lumière verte qui traverse la carte, et ça faisait un peu comme si la carte c'était un écran. Enfin, ça faisait vraiment l'ambiance de fou, donc ça c'est vachement cool. C'était inattendu, hein, c'était pas du tout prémédité, mais si effectivement vous mettez des petites... ça fait juste des petites diodes transparentes, enfin des petites lumières transparentes à travers la carte, vous avez l'impression d'être effectivement sur un écran de contrôle un peu à old school, et ça fait un effet très très cool, ça marche bien. Ouais, et t'avais aussi les fioles noires, les fioles d'encre, enfin comme d'habitude tu as fait comme... Le but de ces scénarios-là, c'est de refaire le lien globalement, et du coup l'un des seuls liens, c'est le liquide noir que... Eckford veut récupérer, donc du coup j'ai fait ces props-là où j'ai juste acheté du colorant alimentaire et j'ai mélangé de l'huile et de l'eau colorée pour avoir des espèces de bulles verdâtres, noirâtres qui flottent dans des petites fioles, ce qui permettait de les mettre sur la table et de rappeler instantanément aux joueurs, et ça a plutôt fonctionné. Marcher, hein. Les fioles des précédents scénarios, ce qui permet de faire le lien, ils comprennent tout de suite, les joueurs, pas les PJ, mais les joueurs, que en fait ça c'est le fruit des développements scientifiques des expériences précédentes, etc. Ça permet de mettre une ambiance autour de la table, et ils comprennent tout de suite le lien avec le projet. Et donc ça dramatise un peu les choses et tout, donc je pense que c'est très cool de reproduire les fioles. Ouais, voilà. Après les costumes, on en a parlé. Est-ce que tu avais des ressources sur internet à donner en plus ?
Alors, il y a, comme pour le premier scénario, il y a des groupes Facebook qui sont très actifs avec beaucoup de gens qui adorent Alien et qui produisent énormément de contenu numérique, de petites têtes de jeu, des dossiers de briefing, des choses comme ça, qui vont vous permettre de les donner à vos joueurs plus facilement et donc de produire des petites choses qui vont rendre tout tangible. Moi, j'avais distribué un petit dossier avec les fiches des personnages et l'ordre de mission à chaque joueur. C'est pas grand-chose, mais ça permet en fait de rendre plein de petits trucs un peu tangibles et ça permet à vos joueurs de vous projeter plus facilement. Donc là, vous avez plein de petites ressources. Vous les prenez pas. Là, vous pouvez un peu faire votre marché dedans. Il y a moins d'aides de jeu produites par les joueurs, en français en tout cas, pour le deuxième scénario, là, plutôt que chez Out of God, il y avait vraiment eu beaucoup d'aides pour vous à masteriser. Là, j'en ai beaucoup moins trouvé. Donc, Ouais, raison de plus pour écouter notre podcast. exactement. Ben voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ça Je me sais semble pas trop mal. trop ce qu'on fera comme prochain épisode. Je sais pas quand sera le prochain épisode qu'on appelle canonique, qui est un peu l'épisode de base. Parce que vu qu'on s'est tous les deux lancés dans une campagne à mener de front, ça nous prend du temps. Donc vous aurez ce mastering-là, peut-être le mastering de Berlin dans l'année. Il y aura quand même un épisode qui sortira tous les mois. Hein. Ça va maintenir. Mais je sais pas si on aura autant d'épisodes canoniques que l'année dernière. Je pense pas. Peut-être qu'on essaiera de faire d'autres jeux, mais ça sera plutôt courant de l'année, parce que moi, là, je me vois pas masteriser autre chose alors qu'on vient de commencer la campagne. Mais on est en train de réfléchir à vous faire un format de suivi de campagne pour avoir quelque chose où tous les mois on vous fait un débrief de la campagne en cours parce qu'on va chacun masteriser la campagne de notre côté et ça va globalement avancer à peu près en même temps et on va vous raconter au fur et à mesure notre campagne. Et donc on pense vous commencer à produire ça et à vous sortir ça régulièrement dans les semaines, mois à venir. Je m'engage à rien. Ouais, Mais... Pour avoir un espèce de journal de campagne, on se dit que c'est un truc qu'on aurait bien aimé avoir pour la préparation de la campagne qu'on fait là, qui est assez velu. Et c'est clairement une campagne où si on fait un mastering, ça nous prendrait 15 épisodes. Donc on se dit, faire un journal de campagne, ça peut, en le tournant un peu comme un mastering, ça peut aider les gens à préparer la campagne et avoir un espèce de retour de campagne du point de vue du maître du jeu. Donc ça devrait arriver. Pour le nouveau format qui a toujours pas de nom, en gros, quand on fait des formats à thème, je pense qu'on en refera un peut-être dans pas longtemps là. On avait d'autres idées pour le format à thème. Avec les scénarios ? Ouais. Ouais, c'était plutôt chouette. On a l'impression que ça a été plutôt bien accueilli. On a des bons retours, ouais. Des retours qu'on a eus, c'est plutôt positif. Vous avez l'air d'avoir apprécié pour ceux qui ont bien voulu nous donner des commentaires sur ce format-là. Et donc, on pense vous en refaire avec d'autres façons de prendre la question. Donc, et on a plein de choses à vous raconter sur les scénarios, parce que finalement, on a fait plusieurs scénarios dans des mêmes jeux et donc dont on n'a pas pu vous parler. Donc on a plein de trucs à vous raconter, donc effectivement ça risque de revenir. C'est vrai que des scénarios, des formats classiques sur des jeux masterisés cette année, va probablement y en avoir un peu moins parce qu'on a moins de jeux là en réserve. Il nous en reste quand même quelques-uns, donc on espère quand même vous en produire quelques-uns, pas d'inquiétude. Non, il y en a. Moi j'en ai un en tête notamment qu'on va faire cette année, mais c'est juste que là, actuellement c'est compliqué. Peut-être un moment, un épisode sur le premier jeu de rôle qu'on a partagé ensemble, Antoine. Peut-être, ouais. Peut-être qu'il arrivera ce fameux épisode. On ne sait pas. Peut-être ce qui finira par arriver. Bon, allez. On vous souhaite... on espère que ça a été une écoute agréable. Et puis, on vous dit à la prochaine. Allez, salut. Salut.